Thank you. Thank you so much for that. That was absolutely vital to have that perspective there, bringing us to the global south and bringing indigenous people and decolonisation to the fore. Thank you for that. Our final panellist for this session is Aurélien Barraud, who's a physicist and philosopher at the University of Grenoble in France. So we're going to get a perspective here that will draw together some of the narratives that we've just heard. Thank you. Monsieur Dombrovskis, effectivement, prétendait que le découplage entre croissance économique et catastrophe écologique est en cours. J'irai encore plus loin que Dan pour le contredire. Je dirais qu'il y a en réalité surcouplage. Et je me permets de parler en français comme une petite provocation contre toutes les hégémonies, y compris celle des langages. Alors, contrairement à ce que la présidente von der Leyen laissait entendre ici même, hier matin, en ouverture de cette réunion, notre problème ne concerne pas principalement, me semble-t-il, l'utilisation des énergies fossiles. Je crois que le consensus chez les informés pourrait se résumer ainsi. Il existe des limites planétaires, nous les dépassons, c'est intenable. Plus encore que le réchauffement climatique, la détérioration de l'intégrité de la biosphère constitue une menace extrême. Notre salut n'est pas compatible avec la poursuite de la croissance. Tout cela est vrai et je le soutiens solennellement. Le nier relève aujourd'hui de la complicité du crime de masse. Pourtant, ces assertions sont aussi dramatiquement insuffisantes, car en dépit de leur consonance presque révolutionnaire, elles constituent encore une vision trop convenue et trop timide, presque étriquée. Alors, en première approximation, oui, ces énoncés sont corrects pour des raisons évidentes. C'est vrai, le réchauffement climatique mène à une situation instable qui attente à l'habitabilité de notre planète. Oui, l'acidification des océans, l'interruption des cycles biogéochimiques, l'introduction d'espèces invasives, la pollution et la chute de la biodiversité menacent également. Oui, ceci est inconciliable avec notre avenir. La crise est profondément systémique. Le délire métastatique de la machine de guerre économico-technologique que nous avons élaborée n'est pas tenable. Si l'on demeure dans les vérités produites par le cadre paradigmatique du monde prédateur, qui est aussi d'ailleurs le monde suicidaire dans lequel nous nous trouvons, tout cela est bien clair. Les prélèvements ne peuvent durer longtemps et ne peuvent demeurer au-dessus des ressources. Il n'est pas nécessaire de cumuler les doctorats pour le comprendre. Notre manière d'habiter l'espace transforme cette planète en déchet. Elle est inconséquente, irrationnelle et coupable. La question de la post-croissance se pose donc évidemment. Je crois pourtant que ce serait encore manquer de profondeur que d'en demeurer ici. Permettez-moi donc d'énoncer les choses de manière un peu plus provocatrice. Il n'y a aucun problème de croissance, l'effondrement de la biodiversité n'est pas un danger et les limites planétaires sont des bénédictions. Vous l'imaginez, il ne s'agit pas d'une invite à la poursuite du carnage. Je m'explique donc. D'abord, et cela fut rappelé par nombre d'orateurs et d'oratrices, il n'y a aucun sens à nommer croissance ce qui relève d'un déclin de notre puissance d'être. En quoi l'artificialisation globale du réel et l'anéantissement de nos potentialités pourraient-ils être considérés comme de la croissance? C'est une contradiction dans les termes, ne nous laissons pas voler les mots par les fous.
C'est à peu près aussi déraisonnable que d'user du terme d'intelligence artificielle très à la mode pour référer à des algorithmes qui n'ont rien d'intelligent, indépendamment des externalités négatives considérables du numérique. La seule question intéressante serait: tout cela nous rend-il plus heureux et plus alertes? Cette technologie qui permettra d'automatiser les recrutements, de marginaliser les artistes, d'uniformiser les attentes, d'atrophier les possibles, de déployer les contrôles et surveillances de masse, d'élaguer les errances, d'autonomiser la finance et de supprimer les imprévus, est-elle un progrès? Sans même se soucier de son coût énergétique, de ses conséquences néocoloniales délétères et de son impact sur les vivants non humains, constitue-t-elle en elle-même un dessein désirable? Souhaite-t-on obérer le fondement de notre humanité en déléguant nos choix à des processeurs? L'interrogation n'est pas de nature scientifique, et je le dis en tant que scientifique. Elle est à la marge de nature politique, mais elle est fondamentalement poétique, axiologique et ontologique. Finalement, c'est d'ailleurs la seule bonne nouvelle. Il n'y aurait aucun effort à faire, puisque ce qui détruit la vie se trouve être également ce qui érode ou efface le sens. La croissance ne pose aucun problème. Décuplons nos amours et nos idées, nos écrits et nos offerts, nos équations et nos symphonies, nos intelligences et nos empathies. Ce qu'on nomme improprement décroissance ne réfère qu'au sortir de nos addictions mortifères. Ce ne serait pas une privation, ce serait une guérison, un désensorcellement. Un exemple plus important peut-être, pour contredire cette fois l'autre présidente, Madame Metsola. Imaginez que nous disposions un jour d'une énergie presque propre et presque infinie. Ce serait, je crois, le pire scénario envisageable. Prenons un peu de hauteur et raisonnons au-delà de nos réflexes d'ingénieurs pavloviens. Le problème majeur aujourd'hui, j'y insiste, tient à ce que nous faisons de l'énergie, pas à son origine. Tant que la destruction systématique de la vie, la dévastation des fonds marins, l'éradication des forêts demeurent notre horizon, et rappelez-vous que ces activités sont nommées croissance par les gens sérieux qui siègent dans cet hémicycle. Plus d'énergie ne signifie qu'une chose, plus de destruction. Nous n'avons pas commencé à être sérieux, c'est-à-dire à poser la question des fins et pas uniquement celle des moyens. Deuxièmement, je soulignais que la chute de la biodiversité n'était pas une menace, tout simplement parce qu'il s'agit d'une erreur catégorielle. La disparition de la vie sur Terre, comme vous le savez, nous avons déjà éradiqué les 2/3 des populations d'insectes, les 2/3 des populations de mammifères sauvages et les 2/3 des populations d'arbres. Cette disparition ne peut pas être considérée comme un danger pouvant induire une catastrophe. Elle est en tant que telle la catastrophe. Ces métaconfusions rendent toute analyse inopérante. Un peu comme si un médecin considérait la mort du patient comme un symptôme parmi d'autres, et non pas précisément l'enjeu précis de ce contre quoi il ou elle travaille. Enfin, et troisièmement, je suggérais que les limites planétaires étaient bienvenues, parce que créer, vivre, inventer, imaginer, c'est toujours composer avec une frontière. Nous ne sommes pas Dieu. La finitude est notre lot, la beauté s'élabore toujours dans la contrainte. Ce n'est pas triste, c'est être en vie.
Et c'est d'ailleurs le sens même du mot existence. Ce n'est pas se résigner ou abdiquer que de le saisir. C'est tout à l'inverse choisir de cheminer sans œillères dans un réel plus riche et flamboyant, mais aussi plus fragile que nous l'avions imaginé. Notre insouciance était une délinquance. Notre obstination commence à relever de l'autoterrorisme. Et c'est important de le souligner ici, au Parlement européen. Nous sommes les héritiers et les héritières du Logos, le cœur sublime de la Grèce antique, invention géniale, mais dangereuse, d'une rationalité qui se croit unique, qui se veut universelle et qui se rêve omnipotente. Logos, le joyau et le fléau de l'Occident. Aujourd'hui, face à la certitude de l'échec, un peu d'humilité serait bienvenue. Abandonner un instant notre suffisance et chercher à apprendre plus qu'à enseigner, en particulier dans nos rapports aux pays du Sud. D'ailleurs, nous avons maintenant la conviction que nos prédécesseurs, au néolithique et au paléolithique, furent extrêmement explorateurs. Notre spécificité n'est pas de nous fourvoyer, nous ne sommes pas les premiers, mais de nous entêter. Malgré l'évidence scientifique, éthique et esthétique de notre inconséquence, aucune remise en question sérieuse ne semble poindre chez les gens sérieux. Nous sommes, c'est un fait, la civilisation la plus meurtrière de tous les temps du point de vue de la biosphère. Nous devenons aussi l'une des plus ineptes et finalement des plus malheureuses. Je crois que la question des modalités, comment continuer à l'identique en émettant un peu moins de CO2, ne devrait plus du tout nous intéresser. La seule question signifiante est celle des finalités. Où voulons-nous aller? Un tout autre monde, sevré de nos addictions pernicieuses et de nos prédations nécrophiles, ne relèverait peut-être ni de l'effort ni de l'ascèse, mais de la jouissance assumée d'une puissance réinvestie. Merci. Thank you very much. Thank you very much, Aurélien, for those very well-received remarks. Excellent, thank you. Now, you can ask your questions or make your comments using the Slido application now, as I mentioned at the beginning. While you get yourselves together doing that, I'm going to ask a little question of our panellists here, because here we are with a lot of support from the Greens here. Not everyone in Europe, or indeed around the world, votes Green. And there are many people who prefer rather populist parties. And when you say things like sufficiency, they hear rationing. When you say limits, they hear limits to my freedom. What would you say to that? I'll take, perhaps you'd like to start, Julia, because you had this idea of sufficiency. Why is that not rationing? Okay, thanks, Fiona. And it's not my idea. Originality is not a strong suit. I think I'd hate to take credit for that one. I think that it's one of the things that we've been discussing as well during the conference, and it's something that also came up this morning in the energy panel. I think that in order for these ideas of sufficiency and limits and really radical change in directions to take root,
I think Aurélien is correct. We have to have a change in philosophy. But I think that it also has to do with learning or exposure, something which The Guardian actually does from time to time quite well, what the trap of overconsumption it consists of. So the idea that overconsumption is freedom when it's really being trapped in a car. I mean, I remember looking at OECD data of hours in vehicle driving, and the Americans had this, were going up, and the Europeans were going up, and the Americans sort of leveled off, and the Europeans were still going up. And I was wondering why the Americans leveled off. And it's because they were driving as many hours as you can while still needing to sleep and work. They eat in their cars. The number of meals eaten in cars in America is huge. We don't even, anyway. So I think that one of the things to realize is that we need to have we have a huge communication challenge in terms of exposing overconsumption as lack of freedom, as dependence, as lack of safety, as precarity, as geopolitical risk. And so that's one of the things that we need to do, and we need to do it fast. But I think that once people understand that, you know, you need a car the same way you need to smoke 3 packs of cigarette a day, the things start changing, and that we have the same industrial pressures really that are quite coercive in terms of pushing that overconsumption. If people can understand that, I think they have quite a different view on this. Thank you. And something else that people might ask is, wouldn't there be more to go around if we had fewer people on the planet? Dan, wouldn't there? I thought you were going to ask, wouldn't there be more to go around if we limited the incomes of the rich? I think this is an issue, which I was about to say, yes, probably there would be. I think this issue sometimes gets dragged out. In the 1970s, population growth was regarded as quite a serious issue to be dealt with. But in many ways, we are on the route to stabilizing global population, and a lot of analysis that has been done suggests that overconsumption is a bigger problem than growth in population. And we also have quite a good sense now in how to stabilize global population. And it's not by doing a whole bunch of horrible draconian things. It's by doing things like providing equal rights for women and education and things which we want to do anyways, right? So I would say that ultimately environmental impact is a product of the number of people times how much each of those people consumes. But at the moment, the bigger issue that we're facing is the issue of consumption, and that's the one we really need to turn our heads towards, because it's the one we're having the bigger difficulty actually addressing, I would say. Thank you. Thank you. We've got an excellent question here on Slido, which is how can power be taken away from the current ruling elites, and how peacefully can this be done? Aurélien, would you like to take that for us? Je me permets juste un mot sur les questions précédentes, sur les limites de la liberté. Je discutais un jour avec un des grands responsables de l'aéronautique mondiale qui me disait la main sur le cœur: je veux un monde dans lequel ma fille est libre de prendre l'avion. Je lui ai répondu: mais bien sûr, mais si ta fille est morte, c'est pas très intéressant. Et donc, la question fondamentale n'est pas la liberté versus la contrainte. La question fondamentale est comment concilier des libertés qui sont fondamentalement antagonistes. La liberté de vivre versus la liberté des jouissances futiles. C'est ça, la question sérieuse. De même que pour la démographie, si vous me permettez d'y revenir, un Elon Musk est plus grave que toute l'Afrique. Donc, ce n'est pas vraiment le nombre de personnes le problème, c'est le rapport au monde. Quant aux moyens pacifiques d'y arriver, je pense que la question est subtile. Personne ne souhaite l'affrontement brutal, et personne moins que moi. Le fait est géopolitique néanmoins qu'il est très difficile
de susciter une révolution globale sans qu'un système soit empêché de fonctionner. Il ne suffit pas que des idées soient populaires. Il faut que l'inertie des idées précédentes soit interrompue. La manière de le faire, je l'ignore. Thank you. Thank you for that. I'd like to get this question of decolonisation in as well. We're asked how can we get the European Commission to understand this decolonisation issue? Would you like to take that, Frana, sorry. Sure. So how to get the European Commission to decolonize is often a question that is posed by my students. How do we decolonize mindsets and patterns that have created the problem? And I think a lot of it comes from re-education. A lot of it comes from how we have colonized minds through education, through ideologies, through policies. So for the European Commission to really take decolonizing seriously, first would involve a lot of reading, but also listening. You have to listen to communities on the ground in the majority world and indigenous communities in settler colonial contexts in terms of what it means to not just set the terms of the debate, have a seat at a table, but to burn the table down, reconstruct something different. That's what decolonizing means. It doesn't mean diversifying, but it really means giving power to different bodies and groups to have decision-making power, to have a say, to actually do deep listening in order to kind of uncondition your own mind. And that means ceding ground. That means ceding political power in certain ways at the global stage, and I understand, just as it was mentioned before me, it is incredibly hard to demand, but I think we can start to see generational shifts, but we're at the same time fighting against much greater push from other sectors, whether it's corporations, media, fossil fuel industries, who are continuing to benefit from that kind of colonial capitalist renditions. And I think we need to really confront that in a multi-pronged way, but a lot of that is basically having a lot of town halls, open meetings, deep listening by those in power, and in terms of sharing of knowledge from the majority world and from Indigenous and Black and Brown communities, and recognizing that there's not going to be a perfect solution, that this is not some easy utopian future unless you create it to be. And I believe that can only come through democratizing economic policymaking and democratizing knowledge production and knowledge sharing and knowledge consumption. Thank you. Thank you. And Johan, we had a question about mindsets. How do we change people's mindsets? It seems to me that perhaps many of us might be living in a Holocene mindset, though we've entered the Anthropocene. How would you change mindsets then? I think we're in a very decisive phase right now. We're living in the largest turbulence on Earth since we left the Second World War. We are potentially entering a new Cold War, and we are deep, deep into the crisis where we are seeing how the Earth system is sending invoices back across the entire world. Very few people recognize that ground zero on changes on Earth today is in Europe in terms of frequency of forest fires, heat waves, droughts. And this is changing the mindset. I see a shift here where global sustainability, or sustainability in general, even though we are in the early days and it's going too slowly, is now becoming increasingly the entry point for what we mean by welfare or prosperity or success. And not enough on equity, for sure, but we are increasingly seeing that sustainability is shifting. The whole narrative is shifting from being an environmental issue about how to, what's the willingness to pay for protecting the environment, and how far should we push away humans from protecting and conserving nature, which is the old paradigm, today to being much more an issue of custodianship or stewardship, and even businesses, particularly across Europe, seeing the pathway towards better performance and more attraction of young talent being aligning with sustainability. So I'm actually, this is one of the few lights in the tunnel that I see, how sustainability is changing
from being an environmental crisis issue only to being a pathway towards a more modern, responsible future. The challenge is, has been very, very clear in this panel, that we are too slow and we're not shifting the gear fast enough. But I think that's where we want to move, towards a narrative where sustainability is the path towards a responsible, successful and equitable future. And Johan mentioned business there, and we've got a very good question, which is that one of the obstacles to people understanding this is the lobbying from businesses. So how can we stop some of that lobbying? Who'd like to take this on? This will be one of our final questions because we're coming to the end of our time. Julia. I think we need researchers, and there's tons of them around, to take lobbying as an object of research. So I think that this is something that it's always a bit, I don't know why, but it's something that's very much under-researched, is the workings of power in this way. A lot of the lobbying in this space is done in plain sight. We have ExxonMobil that has lobbying access in the European Union and that has access to parliamentary members and that communicates with them. And we have ways of understanding what is said by whom, when, and exposing it. So I think that a lot of light can be shone on by research and by journalists on the workings of lobbying and exposing it. So it's true that there's no disinfectant like sunlight, and we need a lot more sunlight on these processes, a lot more exposure. Excellent. Thank you very much. We're nearly at the end of our time. I'm going to squeeze in one final question because I think it's a really good one. I'm afraid the Commissioner is no longer with us. So one of our panelists here who would like to dive for this one. It's a great one. How can we get the European Commission to understand that degrowth is something different from green growth? Who'd like to take that on for us here? Bon. Je crois qu'il est temps d'être un peu sérieux. On ne peut plus continuer à donner l'illusion que le débat contradictoire représente la neutralité. Le débat contradictoire n'est pas neutre. Dans mon domaine, en astrophysique, je ne vais pas inviter quelqu'un qui pense que la Terre est plate et quelqu'un qui pense que la Terre est ronde. Donner un temps de parole égal aux platistes et aux scientifiques relève de l'imposture. Il suffit que nos dirigeants se renseignent. Well, that was the final word on that subject. Thank you. Thank you all very, very much. That's the end of our panel today. Thank you. Thank you to our panelists. Thank you to the Executive Vice President of the Commission earlier for his remarks. Thank you very much to our organisers. But mostly, thank you all for being here. And there's another day of this excellent Beyond Growth conference here tomorrow. So look forward to seeing you all again then. Thank you very, very much. Thank you.